Demain, tous infertiles, on voit ça tout de suite avec mes invités. Les études scientifiques s'accumulent pour nous alerter sur le déclin de la fertilité. Alors demain, tous infertiles, eh bien, c'est la question qu'on va se poser avec mes invités sur le plateau. Avec moi, Brigitte Fanny Cohen, vous êtes journaliste santé. Et en duplex, le professeur Stéphane Droupi, vous êtes chirurgien urologue, vous êtes chef de service urologie, andrologie, sexologie au CHU de Nîmes. Et tous les deux, eh bien, vous êtes co-auteurs de Demain, tous infertiles. Alors, Brigitte Fanny Cohen, qui a eu l'idée de ce bouquin ? Alors, j'ai eu l'idée de ce livre, effectivement. Alors, c'est Demain tous infertiles avec un point d'interrogation. Eh oui. Ce n'est pas une affirmation. Pourquoi ce livre? Parce que, vous l'avez dit, les études s'accumulent et montrent qu'il y a un déclin de la fertilité chez l'homme. Au début des années 70, aux alentours de 1971, les études montraient qu'il y avait 99 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. En 2010, il n'y a plus que 47 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme, donc vraiment c'est divisé par 2. Alors ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des moyennes bien sûr, mais ce sont des études qui ont été faites dans de nombreux pays, ça ne concerne pas qu'un pays, donc c'est sur le plan international que la fertilité se joue. Ce sont des moyennes, cela ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas avoir d'enfants, enfin pas du tout, mais il y a quand même une baisse inquiétante. Alors 47 millions, bon, c'est quand même suffisant, sûr, mais ce qui est inquiétant, c'est la courbe, c'est la baisse. La courbe. On se dit que si ça continue comme ça, bientôt il n'y en aura plus beaucoup. Exactement. La définition de la fertilité, professeur Droupi, à partir de quel moment on dit qu'on est infertile? Alors, on dit qu'on est infertile lorsque on essaye d'avoir un enfant de façon régulière, sans contraception, et pendant un an et qu'on n'y arrive pas. Mais en pratique, ce qu'on peut dire, c'est que dès qu'on a un doute sur sa fertilité et que ça commence à traîner, en gros, il vaut mieux consulter un médecin, soit un urologue si on est un homme, soit son gynécologue si on est une femme. Voilà, donc on consulte et on va bien sûr faire des examens. Alors quel type d'examen et pour chercher quoi? Alors, la première chose, c'est déjà de discuter avec le médecin et de voir s'il n'y a pas des choses dans la vie, à la naissance, qui pourraient orienter vers un problème de fertilité. Par exemple, étant enfant, à la naissance, par exemple, les 2 testicules n'étaient pas en bonne position. L'homme a déjà été opéré, ou il a eu des problèmes de santé, des infections. Et donc, en discutant comme ça, on va déjà identifier des pistes. Et puis ensuite, il y a l'examen clinique, c'est-à-dire qu'on va examiner l'appareil génital de l'homme lorsqu'on est urologue pour vérifier s'il y a bien 2 testicules, s'ils sont en place, s'il n'y a pas d'anomalie, une anomalie particulière qu'on appelle la varicocèle, par exemple, qui peut altérer la fertilité. On va lui demander s'il fume, enfin tout un tas de choses. Et puis ensuite, on va lui faire un examen qui est le spermogramme, qui va permettre justement de quantifier et de vérifier la qualité du sperme. En clair, qu'est-ce que c'est un spermogramme et comment ça se passe? Alors, c'est simple, c'est en fait un examen d'un éjaculat, c'est-à-dire que l'homme va se rendre au laboratoire et va recueillir par masturbation un éjaculat et va le donner au laboratoire qui va faire l'analyse, qui va quantifier le nombre de spermatozoïdes, qui va regarder si ces spermatozoïdes sont bien mobiles, regarder s'ils sont normaux, et on a des normes qui sont internationales comme ça qui vont permettre de classer la qualité du sperme comme normale ou anormale, voire quelquefois absence totale de spermatozoïdes. On va revenir sur les chiffres, mais en premier, cet examen, il est gênant pour les hommes, non? C'est un frein à faire cet examen? Oui, bien sûr il n'y a pas beaucoup d'examens médicaux qui sont agréables. Celui-là n'est pas douloureux, bien entendu. Il est un petit peu gênant, un petit peu... on va dire qu'il est plus agréable que celui de la prostate. Oui, enfin après, ça dépend des goûts, mais en pratique... Attention, c'est qu'un urologue. Mais en pratique, oui, c'est pas un examen douloureux, mais c'est un examen qui peut mettre mal à l'aise les hommes, effectivement. C'est pour ça qu'il faut essayer de dédramatiser un peu ça. Voilà.
En 40 ans, les hommes ont perdu donc 50% de leur sperme. L'infertilité, c'est aussi l'affaire des hommes. On pensait souvent que c'était l'affaire des femmes, mais c'est aussi l'affaire des hommes, comme nous l'explique Virginie Rio, qui est cofondatrice et présidente du collectif BAMP. BAMP, ça veut dire Blog Assistance Médicale à la Procréation. On voit le sujet tout de suite. Oui, effectivement, depuis 40 ans, les hommes ont perdu 50% de leurs spermatozoïdes. Et pour beaucoup, ceux qui leur restent ne sont pas très en forme. Donc, on a une infertilité masculine et donc humaine qui est importante. Et dans notre association, notre projet associatif, c'est de témoigner, informer et agir, et accompagner et soutenir. Donc, c'est vrai qu'on accompagne des couples qui sont en parcours d'assistance médicale à la procréation, des couples qui vont commencer le parcours, d'autres qui sont en parcours et d'autres qui sont sortis du parcours avec ou sans enfants. Et dans les parcours d'assistance médicale à la procréation, pour nous, c'est important de rappeler que la majorité des gens qui ont recours à l'AMP sont des couples hétérosexuels et les hommes ont aussi des problématiques d'infertilité. Les hommes désirent avoir des enfants et les hommes ont besoin d'être écoutés, d'être accompagnés, de témoigner aussi, et donc pour nous c'est quelque chose d'important. On revient sur les raisons médicales, professeur Droupi. Première raison peut-être à l'infertilité, des raisons chromosomiques. Il y a un syndrome qui est encore peu connu du grand public, mais qui touche un homme sur 100, c'est le Klinefelter. Qu'est-ce que c'est le Klinefelter? Un Klinefelter, c'est un homme qui a un chromosome X en trop, c'est-à-dire que les hommes ont normalement 46 chromosomes, dont 2 chromosomes sexuels, un X et un Y, chacun l'un de leur père, l'autre de leur mère, et le Klinefelter a un X en trop, et ça va générer un dysfonctionnement de ses testicules qui s'aggrave avec le temps, et qui va aboutir, la plupart du temps, à une absence de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Ces Klinefelter, ils ont une possibilité, une chance un jour d'avoir des enfants? Alors plus on le découvre tôt, plus on va pouvoir avoir de chances de trouver des spermatozoïdes. Très souvent, nous, ce qu'on voit pour un problème d'infertilité, le découvre en fait assez tard. Et ça fait partie des causes où les espoirs ne sont pas du tout à 100%. On va dire que 25 à 30% des hommes vont pouvoir avoir la chance d'avoir des spermatozoïdes qu'on va trouver systématiquement grâce à une intervention chirurgicale, c'est-à-dire qu'on va aller chercher directement le spermatozoïde dans les testicules. Est-ce qu'il y a d'autres causes chromosomiques ? Alors, il y a d'autres anomalies chromosomiques qui sont beaucoup plus rares et qui sont complexes, et des chromosomes qui vont mal s'agencer. Et puis, il y a des causes qu'on va dire génétiques. Et il y a une autre cause génétique qui est assez fréquente, qui est ce qu'on appelle la microdélétion du chromosome Y. C'est-à-dire que sur ce chromosome Y, qui contient tout un tas de gènes qui vont participer à la spermatogénèse, eh bien, il va y avoir des zones qui vont être manquantes et qui vont aussi générer des problèmes d'azoospermie, c'est-à-dire d'absence de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Et puis il y a tout un tas de maladies génétiques plus ou moins rares qui vont s'accompagner également de problèmes de fertilité, notamment la mucoviscidose, qui est la maladie génétique la plus fréquente, qui dans certaines formes hétérozygotes, c'est-à-dire les gens n'ont pas la maladie mais ont une mutation de la mucoviscidose, vont avoir une absence de canaux déférents. Ils vont avoir plein de spermatozoïdes dans les testicules, mais aucun qui va pouvoir sortir. Et est-ce qu'il y a d'autres causes comme, je ne sais pas, des maladies qui peuvent provoquer de la fertilité, des médicaments, des infections, de la prise de substances qui peuvent provoquer de l'infertilité ? Oui, bien sûr. Au-delà de toutes ces causes dramatiques où il y a zéro spermatozoïde, il y a tout un tas de raisons qui vont altérer le spermogramme. On l'a dit, des enfants qui naissent avec des testicules qui ne sont pas bien descendus. Et puis ensuite, il y a les infections génitales qui peuvent survenir. C'est assez rare aujourd'hui, mais ça peut survenir quand même. La varicocèle, qui est une dilatation des veines au-dessus du testicule gauche, qui va augmenter la pression sur le testicule gauche, augmenter la chaleur locale et qui va altérer le spermogramme. Et puis, il y a tout un tas de causes qui sont liées à notre mode de vie, à notre environnement, le tabac, le cannabis, qui joue un rôle très néfaste sur les testicules,
Et puis l'obésité, la chaleur, l'augmentation de la chaleur, les pizzaiolos par exemple, ils vont avoir des testicules qui sont à 45 degrés toute la journée. C'est très mauvais pour les testicules. Et puis plein d'autres facteurs comme ça qui vont plutôt générer une altération du spermogramme, c'est-à-dire un spermogramme pas tout à fait normal, avec des spermatozoïdes un peu fainéants, en petit nombre, ou alors pas tous normaux, et qui vont prendre beaucoup plus de temps pour faire des enfants. Demain, quand je vais aller manger une pizza, je regarderai différemment le pizzaiolo. Brigitte, ces autres causes, justement, ces causes environnementales, mode de vie, ça prend de plus en plus d'importance. Est-ce que c'est à travers ces causes-là qu'on peut expliquer ce déclin, cette courbe qui plonge décennie après décennie ? Bien sûr. En fait, une infertilité, c'est souvent, d'ailleurs chez l'homme comme chez la femme, c'est plurifactoriel. Donc, par exemple, un homme qui à la fois présenterait une obésité, qui serait sédentaire, qui fumerait un paquet par jour, voilà, donc c'est quand même plusieurs causes qui vont, les unes mises bout à bout, favoriser un spermogramme anormal. Donc, l'intérêt, c'est aussi de prévenir les jeunes qui ont envie d'être papa demain ou après-demain et de leur dire mais oui, faites attention parce que comme le professeur Droupi l'a dit, on ne le sait pas assez, mais le tabac est très délétère pour le sperme, le cannabis, mais aussi l'alcool. Donc il y a eu énormément d'études menées par exemple sur l'alcool et la fertilité masculine. Et déjà à partir de 5 verres par semaine, on se rend compte qu'il y a là une ligne rouge qu'on commence à franchir. C'est-à-dire que... Et pourtant, 5 verres par semaine, on nous dit qu'il ne faut pas boire plus d'un verre par jour, mais on a tendance à nous dire finalement un verre, on a le droit. Exactement, on peut se dire voilà, c'est un verre par jour et pas tous les jours, donc 5 verres par semaine. Alors, je ne veux pas dire par là que tous les hommes qui boivent un verre par jour, 5 fois par semaine, donc, vont avoir un spermogramme défaillant. Mais voilà, ça commence à clignoter. Ils font des pizzas. Voilà, il y a un petit signal d'alarme à partir de là. Et puis après, bien sûr, plus on boit et plus ça peut devenir problématique pour la fertilité. L'obésité est un problème en soi, parce qu'on a souvent pensé pendant des années que voilà, c'était plus l'obésité est un problème esthétique, et on se rend compte depuis plusieurs années que la masse graisseuse est une masse qui n'est pas du tout inerte, et il y a à l'intérieur de cette graisse eh bien, des substances toxiques. Elle renferme aussi des perturbateurs endocriniens, et toutes ces petites substances dans la graisse peuvent aussi envoyer des messages aux hormones de la reproduction et jouer un rôle néfaste. Donc il faut effectivement faire attention à son mode de vie. On en est sûr de tout ça, ou alors on pense que le mode de vie a une influence? Est-ce qu'on en est vraiment sûr? Il y a des études très sérieuses qui ont été menées sur toutes ces problématiques. Il y a aussi, on n'en a pas encore parlé, les perturbateurs endocriniens. On va en parler. Vont intervenir dans le mode de vie. Bien sûr, on va en parler. On va en parler, mais avant, on va écouter un deuxième témoignage d'un homme, justement, qui pensait sans doute pas que l'infertilité, ça pouvait venir des hommes, et qui l'a découvert, et qui aujourd'hui essaie d'avoir des enfants. Donc on écoute le témoignage de Benoît. Je ne savais pas que l'infertilité pouvait être masculine, enfin, en tout cas, je n'avais pas connaissance. Quand je l'ai su, pour moi, en fait, j'étais triste. Et c'est aussi, ça a accéléré les choses par rapport à mon envie d'avoir un enfant, parce que j'avais remis ça à plus tard, mais du coup, ça a accéléré mon envie d'avoir un enfant, du coup. Et comment votre conjointe ou votre conjoint l'a reçu? Je pense qu'elle a tout de suite compris ce qui allait se passer. Elle savait qu'on allait avoir un parcours assez dur, et moi, j'étais pas du tout au courant de tout ça, quoi. C'est vrai que ma conjointe, du coup, a pris un maximum d'informations pour moi, quoi. Quand vous avez coécrit avec le professeur Droupi cet ouvrage, vous avez rencontré vous aussi des témoins. Moi, il y en a un qui m'a marqué dans l'ouvrage, c'est Anthony. Et là, on voit bien l'impact du mode de vie, et on voit bien aussi la réversibilité des choses quand on change de mode de vie. Parlez-nous d'Anthony. Oui, alors Anthony, c'est un monsieur qui a eu, je crois, déjà un premier enfant.
mais qui a beaucoup de difficultés pour avoir le deuxième. Et en fait, on se rend compte que le mode de vie qu'il a joue beaucoup, c'est-à-dire qu'il a des problèmes d'obésité, il est très sédentaire, il vit sur la Côte d'Azur et il travaille dans les chantiers, il est conducteur d'engins dans les chantiers, donc il est enfermé dans une cabine toute la journée sous le soleil. Donc on vient de le voir avec le professeur Droupi, effectivement la chaleur n'arrange pas les choses, la sédentarité n'arrange pas les choses, le tabac et l'alcool non plus. Et finalement, le médecin qu'il va rencontrer dans la prise en charge de son infertilité va lui dire carrément qu'il faut changer son mode de vie. Alors il a du mal à s'y mettre et finalement au bout je crois donc il y a eu quand même un deuxième début de grossesse et sa femme va faire une fausse couche. Et là, le couple est au bord de l'explosion. C'est-à-dire sa femme lui met le marché dans les mains, elle lui dit mais là si tu ne changes pas ton mode de vie comme le médecin te l'a demandé, attention. Et donc il va tout changer, il va arrêter de boire, il va arrêter de fumer, il va se mettre à faire du sport. Avec sa femme, ils font des longues marches dans la nature et quand lui refait un spermogramme un an plus tard, eh bien, le spermogramme est de bien meilleure qualité et ça va permettre à ce couple de pouvoir faire une fécondation in vitro avec ICSI, c'est-à-dire le spermatozoïde qu'on va aller prélever et injecter directement dans l'ovule de la patiente, de la femme. Et grâce à ça, ils vont pouvoir faire un bébé. Donc la bonne nouvelle, professeur Droupi, c'est de dire, même si on a un mode de vie qui est pas terrible, comme celui qu'on vient de décrire, tout ça est réversible si on prend de bonnes résolutions. J'ai raison ou pas ? Oui. Vous avez raison. Effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont réversibles. Souvent, c'est quand même la sommation de plusieurs facteurs. L'âge peut intervenir également. Donc, il ne faut pas attendre trop longtemps non plus pour changer ses habitudes parce que plus on attend, plus ça devient difficile. Mais effectivement, et c'est un des objectifs du livre, c'est de donner des trucs, donner des conduites à tenir pour changer les choses parce que c'est possible. Alors bien sûr, ça ne touche pas tout le monde. On a une fragilité individuelle qui est très variable d'un homme à l'autre. Il y en a qui peuvent fumer et manger de façon tout à fait déplorable tous les jours. Ils vont pouvoir faire des milliers d'enfants. Et puis il y en a d'autres, ça va leur tomber dessus. Donc il y a bien sûr une fragilité individuelle qui est importante à déterminer. Alors, une fois qu'on a identifié toutes ces causes, il y a des techniques pour essayer d'avoir un enfant. On a reposé la question à Virginie Rio, qui est la présidente du collectif BAMP, pour savoir, selon elle, où on en était en France. Virginie Rio nous répond. Alors en France, on a à peu près 25 000 naissances tous les ans d'enfants qui naissent grâce à l'assistance médicale à la procréation. On a des taux de réussite qui ne sont pas très bons, entre 25 et 30 %, donc ce qui est assez faible. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui se retrouvent dans des parcours très longs avec des échecs qui s'accumulent et ça, c'est vraiment difficile à vivre. On aurait voulu, dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, obtenir le DPIA pour une certaine catégorie de patients. Et en fait, on ne l'a pas obtenu parce qu'au niveau politique, il y a eu un refus catégorique, alors que les patients, comme les professionnels, on demande de pouvoir bénéficier de cet outil de diagnostic, et on ne peut pas. Alors qu'il y a vraiment une nécessité d'avoir plus de moyens pour que les équipes puissent mieux accompagner les patients et d'avoir des taux de réussite qui soient un peu plus élevés pour qu'on puisse moins s'abîmer dans les parcours d'AMP. Et parce que les parcours d'AMP, quand ils durent dans le temps, c'est vraiment très difficile à vivre socialement, émotionnellement. Et donc ça, il faut qu'on progresse à ce niveau-là. Alors, professeur Droupi, ce que j'entends, moi, c'est qu'on a été bon en France, on a eu des précurseurs, et puis j'ai l'impression que maintenant, on est un peu à la traîne. C'est vrai ou pas ? Non, je pense pas. Le problème, c'est que notre système de santé, qui est un système où tout est gratuit, fait qu'il y a des choix à faire, comme toujours. Donc, on peut toujours se poser des questions. Après, il y a des solutions qui ne sont pas toujours non plus gravées dans le marbre. Ce n'est pas parce que les choses sont nouvelles qu'elles doivent être absolument appliquées. C'est vrai également qu'il faut faire attention et donner les meilleures chances à tout le monde. Mais non, je pense que le système français est un système
qui est extrêmement, on va dire, souple et avec une bonne technologie. Après, il y a des choix éthiques qui font qu'il y a un certain nombre de gens qui vont aller à l'étranger sur des choses qui vont forcément bouger avec les lois européennes. Mais globalement, on a quand même un système où les patients ont vraiment accès aux meilleures technologies. Et pourtant, avant de parler des technologies, et pourtant, à chaque fois qu'on interroge les gens, tous nous disent que c'est un parcours éprouvant. Alors pourquoi ils ont ce ressenti ? Bien sûr, c'est un parcours éprouvant puisqu'on passe 15 à 20 ans à se protéger d'avoir des enfants et puis le jour où on décide que c'est le bon moment et qu'on s'aperçoit que c'est pas possible, c'est évidemment le ciel qui vous tombe sur la tête avec tout ce que ça implique de remise en question personnelle pour les hommes sur leur virilité et pour le couple sur une remise en question qui est profonde, hein, bien sûr, sur la possibilité de procréer, d'exister à travers ses enfants. Donc c'est ça qui est difficile. Et puis après, bien sûr, c'est un parcours éprouvant, notamment pour les femmes, hein, puisque les stimulations hormonales sont très, très éprouvantes. Donc, il y a de la prévention à faire, hein, ça c'est important. Aujourd'hui, il faut pas hésiter à aller dans des parcours de prévention, à essayer de limiter au maximum les risques. Mais bien sûr, il y a toujours des gens qui vont avoir besoin de l'aide médicale à la procréation pour pouvoir faire des enfants. Dans la prévention, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, il y a les perturbateurs endocriniens. Apparemment, ils ont un rôle hein, dans la perte de la fertilité. Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger des perturbateurs endocriniens ? Ils sont partout. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils sont partout. Autant vous pouvez facilement décider d'arrêter de boire de l'alcool ou d'arrêter de fumer ou de vous mettre à faire du sport pour améliorer la situation. Les perturbateurs endocriniens, ils vous sont imposés. Hein, vous n'allez pas choisir de vous en débarrasser. Donc c'est vrai, ils sont partout. Ils sont dans des milliers d'objets de consommation courante. Il y a peut-être des perturbateurs endocriniens sur le revêtement de cette table hein, que je suis en train de toucher. Il y en a dans les pesticides des fruits et légumes que nous pouvons consommer. Il y en a un petit peu partout, dans certaines peintures qui servent à, comment dire, qu'on a sur nos murs, dans nos appartements. Enfin, il y en a partout. Le problème, c'est qu'ils ont une action sur les hormones et sur les hormones de la reproduction. Hein. Ils vont bouleverser un petit peu, interférer avec notre système hormonal et donc créer des problèmes d'infertilité. Donc il y a des lois, il y a des perturbateurs endocriniens qu'on a interdit, je pense au bisphénol A qu'on a interdit, et puis il y a des lois qui servent de plus en plus maintenant, qui sont promulguées pour nous protéger, mais voilà, il y a encore beaucoup de perturbateurs endocriniens autour de nous. Professeur Droupi, est-ce que d'une génération à l'autre, les perturbateurs endocriniens dont on ne connaissait pas le risque et dont on ne se méfiait pas une génération, 2 générations en avant, est-ce qu'ils ont déjà fait des dégâts au niveau de l'infertilité? Est-ce que ça va être compliqué à rattraper? Alors oui, c'est quelque chose qu'on a découvert il y a un peu plus une vingtaine d'années. En fait, ça fait pendant les 100 ans, on a mis sur le marché plein de produits chimiques. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils ont un certain nombre d'effets indésirables, et on s'aperçoit surtout que les gens peuvent être modifiés au niveau de leur, pas de leur génome, mais ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire ce qui va faire fonctionner à la marge le génome, et que ces modifications peuvent se transmettre d'une génération à l'autre, voire sur plusieurs générations. Et que donc, lorsque votre grand-père a été soumis à une forte dose de perturbateurs endocriniens, un médicament, ou votre grand-mère, et ben ça, on peut le retrouver chez les petits-enfants. Et c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. Il nous reste 2 minutes pour finir cette émission. Aujourd'hui, la technique, la technologie qui doit donner de l'espoir à tous les couples qui veulent un enfant. Qu'est-ce que c'est en quelques secondes? En quelques secondes, on améliore, en tout cas pour ce qui est de l'infertilité masculine, on améliore les techniques de prélèvement de spermatozoïdes qu'on réalise aujourd'hui de plus en plus sous microscope. On découvre de plus en plus de causes génétiques, et ça permet de faire des traitements plus spécifiques pour certains patients, leur donner des antioxydants plus ciblés. Et donc tout ça, c'est une évolution de la médecine qui se fait également pour les domaines de l'infertilité, et qui font qu'on arrive à faire de plus en plus d'enfants aux hommes infertiles et aux femmes infertiles, bien sûr. Donc si je vous entends bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, même avec un spermogramme très très pauvre,
on ne doit pas perdre espoir. Non, 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 bien sûr, on ne doit pas perdre espoir. Il faut consulter le plus tôt possible. Et bien sûr, les parcours sont difficiles, mais franchement, l'espoir est au bout du tunnel parce que on a le droit à 4 FIV aujourd'hui en France remboursés, donc 25% à chaque fois, ça fait peut-être pas 100%, mais pas loin à la fin. Pour conclure, en quelques secondes, Brigitte, on ne doit pas perdre espoir? Alors, on ne doit pas perdre espoir, ni les hommes, ni les femmes. C'est vrai que le chemin est très, très difficile, mais il y a de bonnes raisons d'espérer. Et à côté de la médecine, de tout ce que vient d'expliquer le professeur Droupi, il y a aussi ce qui se développe beaucoup plus aux États-Unis, mais un tout petit peu en France actuellement, c'est le coaching périconceptionnel, c'est-à-dire qu'on va jouer sur le mode de vie, on va aider des hommes à améliorer leur mode de vie, leur alimentation, peut-être leur donner même des vitamines dont ils ont besoin, les aider à se remettre au sport, etc. Et ça aussi, ça va être une part parfois du traitement. Voilà, bah écoutez, comme on le dit très très souvent dans cette émission, on conclut quasiment toutes les émissions par ça, le mode de vie, c'est quelque chose d'essentiel dans la santé. On vient d'apprendre que c'était quelque chose d'essentiel dans la fertilité. Alors demain, tous infertiles, point d'interrogation. On a envie de dire non, il y a de l'espoir. Je vous recommande la lecture de ce livre et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien.